Ah, ce festival à Paléopolis, c'était vraiment incroyable. Ah ouais, c'était une dinguerie, vraiment à refaire. Ouais, super génial. Mais ça fait aussi du bien de rentrer chez soi quand même. Carrément. Je tiens à remercier tout le personnel du parc pour votre accueil, aux membres de l'asso qui ont participé, aux viewers qui sont venus me voir et bienvenue aux nouvelles et nouveaux qui m'ont découvert là-bas. Vous le savez, j'ai pas assez parlé de quoi à Paléopolis ? De paléontologie. Donc comme promis, à la fin de la dernière vidéo, on va remettre une couche aujourd'hui et repartir à la découverte d'une formation et d'un animal marin disparu. C'est parti! Nous allons parler aujourd'hui d'une formation géologique sud-américaine appelée la formation de Pisco. Pisco est une formation de la côte sud du Pérou, coincée entre les Andes et l'océan Pacifique, à peu près au même endroit où elle s'est déposée. Car oui, cette formation est relativement récente, puisqu'elle n'a commencé à se déposer qu'il y a 15 millions d'années, durant le Miocène moyen. Elle s'est déposée pendant longtemps en plus, n'ayant terminé qu'il y a 2 millions d'années environ, au début du Pléistocène. Aujourd'hui, elle ressemble à ça. Les roches qui la composent sont surtout des grès, donc du sable à l'origine, d'un conglomérat d'origine volcanique et de la siltite, qui pour rappel est une roche issue de limon et d'un peu d'argile. Du sable, du limon et de l'argile, donc des sédiments qu'on retrouve aujourd'hui dans des zones humides avec énormément d'eau. Mais à ce stade, on ne sait pas encore s'il s'agit d'eau douce ou d'eau salée, donc d'une mer ou d'un lac. Alors on peut soit répondre à cette question de manière très simple en regardant des cartes, ou on peut continuer à regarder les roches. On a retrouvé dans la siltite du coin une certaine proportion d'algues appelées des diatomées. Ces algues possèdent une cuticule en silice qui, une fois l'organisme mort, composera ensuite une partie du sable. Or, ces algues existent toujours aujourd'hui et il y a de fortes chances pour que vous ayez déjà marché sur du sable formé à partir de coquilles de diatomées à la plage. Les sables des plages sont parfois constitués de restes siliceux ou calcaires de nombreux organismes marins. Que ce soit des bouts de coquilles de mollusques, des cuticules de millions de micro-organismes ou de morceaux de corail après un passage par le système digestif d'un poisson perroquet. Non, on plaisante pas. Et c'est de là que vient le sable blanc des atolls tropicaux du Pacifique, par exemple. Donc ouais, les îles du Pacifique, c'est de la crotte de poisson perroquet. Ne nous remerciez pas pour l'information. Donc ouais, cette zone du Pérou était déjà un océan pendant le Miocène et le Pliocène, très côtier pendant le premier et plus ouvert sur la pleine mer pendant le second. Pour continuer dans les similarités, un phénomène hydrographique bien connu existait déjà, le courant de Humboldt. C'est un courant marin du Pacifique Sud-Ouest prenant sa source en Antarctique et amenant plancton et eau froide aussi loin que l'équateur. C'est grâce à lui que le Chili et le Pérou sont des pays au milieu plus arides à l'intérieur des terres, comme le désert d'Atacama par exemple. La température de l'eau et l'abondance de plancton créent un environnement florissant, miroir de la faune antarctique. On retrouve donc sur les côtes qui longent des espèces de manchots, de phoques, d'otaries et des oiseaux marins, tandis que dans les profondeurs, des baleines à fanon comme Adam ainsi que des calmars de Humboldt chassent des crevettes et des poissons venus ici pour se nourrir. Mais revenons au Miocène. Comme je le disais, le courant était déjà là, mais pourtant les plages de Pisco étaient plus subtropicales et bordaient des lagons, offrant une protection pour les petits animaux contre les intempéries et les grands prédateurs. L'intensité du courant de Humboldt ainsi que le rafraîchissement global va ensuite peu à peu refroidir ces côtes durant le Pliocène. On y trouvait donc déjà des animaux d'eau froide dans le coin. On va commencer par les oiseaux. Au lieu d'une seule espèce de manchot péruvien, on en a ici 4. Le manchot de Humboldt, qui existe toujours aujourd'hui, et 3 disparus avec un énorme bec qui personnellement me fait beaucoup penser à celui d'un toucan. On a également pas mal d'espèces de fous, les oiseaux, avec 9 au total, ceux qui s'apparentent à un condor, un fulmar, un pélican et un cormoran. Mais le plus impressionnant oiseau du coin, c'est sans aucun doute le Pelagornis. Cet oiseau de grande taille, qui, fun fact, est censé être apparenté au canard, a la plus grande envergure avienne de tous les temps avec 6-7 mètres d'envergure.
et possédait un bec au bord dentelé. Il devait survoler la mer en se nourrissant de poissons comme l'albatros moderne, auquel il ressemble pas mal, et qu'il a dû côtoyer. Tant qu'on parle de poissons, si des poissons plus basiques comme une espèce de sardine et une autre de grondin ont été découverts là-bas, le plus impressionnant d'entre eux reste le Xiphiorhynchus, un cousin de l'espadon qui avait un rostre également sur sa mâchoire inférieure. Mais pour l'instant c'est débattu pour son identification, car d'habitude Xiphiorhynchus est connu de l'Oligocène maximum. Des osseux cartilagineux, outre les raies, le nombre de requins dans la formation est assez conséquent puisqu'on y trouve pas mal de têtes connues, comme du requin taureau, du requin blanc, du requin griset, Ou plutôt un de ses cousins. et du requin mako. Et en plus de ça, on trouve également des requins disparus typiques de l'époque, avec déjà Cosmopolitodus astalis, ou requin mako à grandes dents, et surtout 2 Otodus. Et pas n'importe lesquels en plus, les 2 stars de la famille. Otodus tubutensis, un requin de 13 mètres, et surtout l'Otodus mégalodon, le requin disparu par excellence. 17 mètres de long et une mâchoire pouvant presque vous engloutir d'un coup, muni de dents longues comme des doigts. Cet environnement côtier riche en proies pouvait être une nurserie efficace pour les petits mégalodons. Parmi les proies disponibles, en plus de ceux déjà cités, on peut rajouter une tortue de mer et 2 gaviales. Quoi, en mer? Alors oui et non, car le site reste côtier et proche d'une rivière, se jetant dans un lagon. Donc on peut y retrouver des animaux fluviaux, comme des gaviales ou certaines espèces de dauphins. Et tant que je les évoque, parlons de la grande spécialité de Pisco, en plus du mégalodon, les mammifères marins. On y a retrouvé déjà quelques espèces des pinnipèdes, la famille des phoques et otaries modernes. Le plus connu d'entre eux est Acrophoca, une espèce de phoque prédateur d'1,50 m, qu'on suppose être une espèce de la lignée du léopard de mer actuel, au vu des ressemblances morphologiques. Bien plus improbable, un xénartre. Alors déjà j'adore ce mot, mais aussi les xénartres sont des mammifères terrestres majoritairement américains, comprenant les tatous, les fourmiliers et les paresseux. C'est un membre de ce dernier groupe qui a été retrouvé, le Thalassocnus. Ce cousin du fameux Megatherium vivait à la manière des dugongs, embroutant les herbiers marins non loin des côtes. Ouais, c'est un paresseux marin, et moi je trouve ça fou personnellement. Le reste, c'est du cétacé, donc des baleines. Et même si certains n'en ont pas l'air, comme l'Odobenocetops, mix entre un dugong et un morse, avec des défenses asymétriques, la plupart sont des mammifères marins plus classiques, comme des dauphins avec Brachydelphis par exemple, des baleines à fanon disparues comme Pisco balena, et même un début de la lignée des orques avec Hemicentrachelus. Mais la famille la plus représentée dans le coin sont des baleines à dents, différents des dauphins. On a par exemple 2 espèces d'acrophysétères, prédateurs de grandes proies. Mais l'un de ses plus proches parents, qui vivait au même endroit et au même moment, s'est élevé au rang de prédateur apex, rivalisant avec le mégalodon, en termes de taille et de férocité. Et je pense que ça vaut le coup d'en parler. L'animal que je présente aujourd'hui a été découvert en 2008, lors de fouilles dans la formation de Pisco au Pérou. Les restes qui deviendront l'holotype de l'animal sont composés d'un crâne partiel, mais presque complet, et de dents de la mâchoire inférieure, qui ont été décrits en 2010. Des dents remarquables d'ailleurs, à cause de leur taille. Elles sont énormes. Elles appartiennent à un grand prédateur, à la hauteur de ceux à qui il doit son nom. Liviathan melvillei est une espèce de mammifère marin qui vivait dans l'océan durant le Tortonien et le Messinien, donc au Miocène, plus précisément de 10 à 6,5 millions d'années. Je suis resté volontairement vague sur sa localisation, puisque la répartition de ces restes est un peu chaotique. Si de sources sûres on en a retrouvé au Pérou et au Chili, des dents isolées ressemblant à Liviathan ont été découvertes en Californie et Argentine pour le Miocène, et Afrique du Sud et Australie pour du Pliocène, plus jeune de 5 millions d'années par rapport à l'holotype. Malheureusement, vu qu'il ne nous reste que des dents à l'heure actuelle, on ne peut pas savoir si c'est précisément Liviathan lui-même ou un cousin proche. Son nom scientifique est selon moi l'un des plus classes jamais donné à un animal, Liviathan étant le nom hébreu de la créature marine biblique que Dieu lui-même a dû tuer. Notez qu'on a dit Liviathan et pas Léviathan, vu que c'est le nom anglais et qu'il était déjà utilisé pour un nom douteux de mastodon. Il était donc inutilisable. Et le nom d'espèce Melvillei est une référence à Herman Melville,
écrivain américain mondialement connu pour son roman basé sur une histoire vraie, Moby Dick. Nom extrêmement bien trouvé puisque Léviathan faisait partie de la famille des odontocètes, soit les cétacés à dents, comprenant dauphins, orques et autres baleines à bec. Mais plus précisément, il s'agit d'un physétéroïde basal. Ouf, de gros mots que voilà. Alors en taxonomie, un groupe basal se situe plus proche de la base de la branche que des autres groupes. Avec des exemples, ce sera peut-être mieux. J'ai Psittacosaure. Psittacosaure est un cératopsien basal puisqu'il est un peu isolé phylogénétiquement des autres cératopsiens et plus proche de la base du groupe. On peut retenir primitif par rapport au reste de la famille. Oui, mais rappelez-vous que primitif est un terme pour vulgariser et non scientifiquement viable. Pour Léviathan, sa famille se situe à la base des physétéroïdes, qui de l'autre côté branchent sur deux autres familles, avec chacune un seul genre actuel, Kogia, des Kogiidés, et Physéter, des Physétéridés. Les proches parents de notre baleine préhistorique sont donc Physéter macrocéphalus, le grand cachalot, et les deux Kogia, le cachalot nain et le cachalot pygmée, faisant donc de notre super prédateur une sorte de cachalot préhistorique, d'où la référence à Moby Dick. Alors je vous vois venir tout de suite, et le fait que j'ai dit ça vous fera sûrement penser que Léviathan est plus gros que le cachalot actuel, car c'est bien connu, tout ce qui est préhistorique est plus gros que son équivalent moderne. Alors cette règle est pas trop mal, mais elle ne s'applique pas à tous les groupes, notamment les cétacés d'ailleurs, puisque la majorité des membres disparus sont plus petits que leurs cousins modernes. En même temps, quand t'as le plus grand animal de tous les temps dans ta famille, ça va être dur de rivaliser. Tout à fait, mais même en règle générale, seul le basilosaure et ses longs cousins arrivent à rivaliser avec les baleines modernes. Pour notre Moby Dick, les estimations de taille se font par rapport à ses proches parents et la longueur proportionnelle du rostre de l'animal. Quand on compare avec le grand cachalot, on arrive à 13 mètres de long pour un Léviathan adulte. Or, la femelle cachalot mesure une dizaine de mètres et avec une moyenne arrivant à 16 pour les mâles. Mais un mâle adulte exceptionnel peut en faire jusqu'à 20. En revanche, si on va chercher un peu plus proche avec Zygophyséter, plus complet, les estimations augmentent et on arrive à un cétacé de 17 mètres de long, soit plus proche du cachalot moderne et de la même taille que son rival dont on reparlera ensuite. Pour le poids, cette dernière estimation de 17 mètres nous amène à 57 tonnes. Sa morphologie globale est assez énigmatique, le crâne de déjà 3 mètres étant le seul élément connu. Mais rien que ça nous permet de donner deux choses à Léviathan. Premièrement, une mâchoire de compétition. Les dents de notre cachalot préhistorique sont les plus longues dents qui servent à manger, avec 36 cm de long. Tyrannosaure n'atteint que 30 cm et Smilodon 20. Toutes les dents plus grandes, comme les défenses d'éléphant ou celles du narval par exemple, ne servent pas à manger. Et contrairement au cachalot moderne et ses dents de 20 cm, lui en possède sur la mâchoire inférieure et supérieure. Son crâne ressemble d'ailleurs plus à celui d'une orque qu'à celui du cachalot, car ils ont un mode de vie similaire de super prédateurs. Ses dents sont épaisses et faites pour durer et broyer des proies dures avec des os et tout. Cet attirail lui octroyait la plus grande morsure de tous les vertébrés connus. On a dit grande, pas plus puissante. Ça, c'est toujours le T-Rex et le Domptiosteus qui l'ont. Et clairement, le calmar géant n'était pas au menu pour lui. Ce qu'il chassait, c'était plus ou moins tout le monde, près de la surface. Les jeunes devaient manger du poisson ou des petits animaux marins, tandis que les adultes se spécialisaient dans les cétacés comme Pelocetus, une baleine de 12 mètres de long, qu'on retrouve également en France. Hello! Hi! Plusieurs techniques de chasse pouvaient être employées. La première est privilégiée par les paléontologues et similaire au grand blanc actuel, c'est-à-dire plonger en dessous de la proie et remonter à la verticale, toutes dents dehors. Là, ces dernières détruisent la cage thoracique de la proie et provoquent inévitablement sa mort. Léviathan aurait aussi pu coincer sa proie dans sa bouche et l'empêcher de remonter à la surface pour respirer. Ça peut être efficace, mais de 1, c'est grave long, les cétacés pouvant retenir leur souffle pendant un certain temps, et de 2, c'est dangereux pour le prédateur qui, étant de la même famille que les proies qu'il chassait, a lui aussi besoin de remonter à la surface pour de l'air. Cette technique doit cependant bien marcher sur les requins, ayant besoin de bouger pour respirer, ou même pour les immobiliser, en les retournant sur le dos, les faisant entrer dans un sort de stade de torpeur. C'est un stratagème déjà utilisé par les orques aujourd'hui.
Et enfin, il aurait pu juste foncer droit sur sa proie, lui donner un violent coup de son énorme tête et ensuite lui broyer l'intérieur. Plus simple, mais la proie risque de le repérer, sachant qu'une grosse baleine comme lui ne devait pas être si rapide que ça. Quoique, quand tu regardes les baleines à bosse ou même le grand cachalot, pourquoi pas? À moins qu'il n'utilise un atout de sa poche. La deuxième info du crâne de Léviathan est cette espèce de cavité à l'arrière du crâne. Elle se retrouve chez tous les cétacés à dents, mais pas ceux à fanon, car ils possèdent un organe sur la tête appelé le melon. C'est cet organe qui donne aux belugas et aux dauphins leur tête ronde et molle, et qui forme la tête rectangulaire du cachalot. Il est rempli d'huile et de spermacétie, une substance blanche et grasse ressemblant à de la cire, bande de petits plaisantins, Mais oui, le nom spermacétie vient bien de ce que vous pensez. leur permettant de produire des ultrasons pour se repérer via écolocalisation. Vous connaissez le principe, le dauphin envoie des ondes sonores dans l'eau, elles rebondissent sur quelque chose et reviennent vers le dauphin, qui peut donc se repérer. Mais chez le grand cachalot, qui ont un énorme melon, comme moi, leurs cris peuvent être très forts, faisant du grand cachalot le plus bruyant du monde. Ces cris peuvent atteindre 233 décibels au maximum répertorié, assez pour vous rendre sourd, voire vous tuer. Il faut respectivement 150 et 200 décibels. Et suite à des observations sur des proies de cachalots intactes dans l'estomac, enfin je veux dire sans marque de dents, et de la chasse des dauphins, on suppose que ces cris très forts peuvent être utilisés pour désorienter ou assommer leur proie. Bon, pour l'instant, les tests par les hommes et les observations de chasse directe n'offrent pas beaucoup de support à cette théorie. Mais on ne sait pas tout de la chasse des cachalots, donc mystère. Ah, et pour info, un cachalot ne chante pas, il fait des clics, comme ça. On peut supposer que notre baleine préhistorique faisait pareil. Étant un cousin et ayant, il faut croire, un équipement similaire, il est possible que Léviathan ait utilisé son melon pour la chasse, par écolocation bien sûr, mais aussi pour assommer ses proies, ces dernières étant potentiellement plus aptes à être désorientées par l'onde sonique. Il ne reste plus au cachalot qu'à l'attraper dans ses mâchoires, avant de leur broyer les boyaux. Eh ben, charmant tout ça. Ah, c'est la nature, mec, elle fait pas dans la dentelle, tu devrais le savoir. Notre cachalot de compétition était l'un des prédateurs apex de la formation de Pisco, et même si on n'en a pas retrouvé tant que ça, il n'y a pas beaucoup d'autres animaux qui puissent rivaliser avec lui en termes de taille. En particulier chez les carnassiers. Tous sauf un. Et oui, qui dit océan du Miocène dit bien sûr mégalodon, dont on a évidemment retrouvé de nombreuses dents dans la formation. Voire des squelettes, mais on n'en est pas totalement sûr. Ces deux-là entraient en compétition directe, puisque vivant tous deux en haute mer et chassant les mêmes proies. Un des trucs intéressants à voir avec eux, c'est comment ils se sont adaptés pour chasser les mêmes proies, mais de manière différente. Les dents du mégalodon sont relativement fines et étaient assez peu ancrées dans la mâchoire. De plus, elles sont crénelées, ce qui augmente leur taux de pénétration dans la chair. Bref, elles sont faites pour couper, mais pas résister super longtemps. Ce n'est pas grave puisque, comme les requins d'aujourd'hui, les dents usées pouvaient se détacher et étaient ensuite remplacées en continu. Et parfois elles pouvaient même rester coincées dans la proie. En bref, des dents fines et coupantes, assez fragiles mais remplaçables. Du côté cétacé, les dents de Léviathan avaient une racine vachement plus longue, ce qui fait qu'elles étaient plus dures à arracher. Elles sont également plus épaisses, moins pointues et coupantes que celles du requin géant, ce qui fait que, certes toujours capables de percer la viande, elles étaient meilleures pour la broyer. En plus, on peut supposer que pour éviter de se percer le bide avec des os pointus ou des dents de requin, il pouvait peut-être les envelopper dans un dérivé de sa bile qui durcira ensuite pour former une concrétion qu'on appelle ambre gris. Cette substance précieuse, produite par l'estomac des cachalots, était très utilisée en parfumerie pour rehausser les odeurs, alors que la sienne, en bon vomi qu'il est, ne sent pas vraiment très bon. Donc ouais, peut-être que Léviathan produisait de l'ambre gris. Après, vu son régime qui comprenait plus d'os que celui du cachalot actuel, mangeur de mollusques, il est plus probable qu'il avait juste des sucs gastriques de compétition capables de dissoudre tout ça. En somme, Mégalodon avait des dents coupantes et fragiles mais remplaçables, tandis que Léviathan avait des dents uniques mais solidement ancrées dans la mâchoire, qu'il utilisait plus pour broyer,
Deux manières différentes pour régler un même problème, chasser pour se nourrir. Mais les comparaisons s'arrêtent là, puisque le mégalodon est un poisson solitaire, respirant par ses branchies, probablement ovovivipare en laissant ses petits se débrouiller seuls dès la naissance. Et le Léviathan est un mammifère possiblement social, enfin ne serait-ce que pour les femelles, respirant de l'air, vivipare et s'occupant de ses petits jusqu'à leur sevrage. Un mode de vie proche mais assez différent. Pourtant, un dernier point les rapproche, leur extinction, quasi simultanée. Léviathan n'a jamais vu l'entrée du Pléistocène, à cause du grand refroidissement global que la Terre subissait en se dirigeant vers son âge de glace. La cause la plus probable pour son extinction est liée à ses proies, les cétacés à fanons, qui pour résister au froid ont grandi en taille et migré vers les pôles à la recherche de nourriture. En plus de la raréfaction de ses proies favorites, Léviathan a également vu apparaître une toute nouvelle concurrence, les orques, au mode de vie similaire mais plus généraliste et plus efficace que lui. Depuis sa découverte en 2008 et sa description en 2010, Léviathan n'est pas apparu dans tant de médias que ça, la plupart étant des jeux vidéo. Sans déconner, la première apparition c'est dans Jurassic Park Builder en 2016. En soi il est pas compliqué, c'est juste un cachalot avec un petit aileron qu'on lui donne souvent pour je sais quelle raison mais qui je trouve lui va bien. Pareil dans les épisodes de Dino Dan, série où un jeune Canadien voit des dinosaures et autres animaux disparus dans ses entourages, on peut voir un Léviathan dans un épisode, et pareil, c'est juste un cachalot blanc géant. Évidemment inspiré de Moby Dick. Alors pourquoi ça prend pas ? Eh ben selon moi, pour plusieurs raisons. Déjà, il est assez similaire au cachalot moderne, sans vraie particularité connue, et en plus il est de la même taille que lui. Ensuite, il souffre et bénéficie en même temps de son rival principal, le mégalodon, qui lui s'en sort largement mieux niveau représentation, Pour le meilleur et pour le pire. car là où Léviathan est juste un cachalot en plus petit, Mégalodon est non seulement un requin, qui contrairement aux cétacés ont déjà une sale réputation, Non mérité d'ailleurs. mais en plus le plus grand requin de tous les temps. Et si déjà les requins modernes de 6 mètres leur font peur, imaginez un requin de 17 mètres de long. Et la peur, c'est très bien pour l'audience. Bref, il me reste encore 2 itérations de l'animal dans les médias. La première dans Dinosaur Park Prime Valzo, jeu de gestion mobile, avec une couleur, dirons-nous, surprenante, et un alternatif blanc, parce que bien évidemment, et Pupus dans l'âge de glace 4, dont l'inspiration est relativement facile à établir. Mais il y a un problème. Ils ont des narines. Pour rappel, les narines des cétacés ont migré vers le haut de leur tête pour pouvoir respirer tout en restant majoritairement immergés, devenant ce qu'on appelle les vents. Les baleines à fanon ont gardé leurs 2 narines, là où les baleines à dents n'en ont plus qu'une. Ce qui était sûrement le cas pour Léviathan en tant que cachalot. Mais lui rajouter encore des narines, c'est juste assumer qu'il en avait 4. Sachant qu'en plus, il n'en avait absolument pas besoin pour chasser, car se repérant à la vue, ou bien par écolocation. Et je terminerai avec un petit coucou à Cenozoic Survival, jeu Roblox, qui a prévu d'intégrer Léviathan à son roster d'animaux jouables, et en plus, il est très très joli. Personnellement, quand je dessine Léviathan, j'aime pas tomber dans la facilité de Moby Dick et d'en faire un tout blanc, et je préfère m'inspirer des orques, avec un motif noir bleuté et blanc, ou alors du gris. Mais je dois quand même saluer celui de Jurassic Park Builder, ou bien celui de Cenozoic Survival, justement. Et voilà, cette vidéo sur le Moby Dick préhistorique est terminée, et j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, ou encore à vous abonner. Je sais pas encore de quoi je parlera la prochaine vidéo, mais j'hésite entre du gaming et du gaming. On n'est cependant pas à l'abri d'un changement de plan, les premiers en tête étant un Casually Explain ou un Outback Outpost. Enfin, oserais-je dire. Bref, d'ici une prochaine fois, portez-vous bien et surtout, restez sauvages.